Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous faire un retour sur la 6e édition de la Paris Test Conf. Il s'agit de la 2e édition à laquelle je participe et je tenais à remercier toute l'équipe organisatrice pour la qualité de cette journée. J'ai suivi les conférences sur l'intelligence artificielle et une conférence sur la responsabilité sociétale. Alors, les intervenants étaient vraiment passionnants, habités par leur sujet, et en partant, j'avais des éléments pratiques à mettre en place dans mon travail au quotidien. Ça a été l'occasion aussi de croiser plusieurs invités du podcast et forcément, c'est toujours un plaisir d'échanger avec chacun in real life, comme on dit. Si malheureusement vous n'avez pas pu y assister, sachez que des ressources sont disponibles sur le site de la Paris Test Conf. Je mettrai dans tous les cas le lien dans le descriptif de l'épisode en attendant l'édition de 2026. Maintenant, place au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, je voulais aborder un sujet sur lequel je me questionne énormément sans avoir de réponse claire et je ne suis certainement pas la seule. C'est l'un des fondements de notre économie en Occident et mes craintes à ce sujet sont confirmées tous les jours ou presque. Si vous suivez le podcast depuis un moment, vous savez probablement qu'il y a un livre que j'ai recommandé à 2 ou 3 reprises en échangeant avec des invités. Donc, ce bouquin s'appelle « Sois jeune et tais-toi », écrit par Salomé Saké. Je l'ai lu, je crois, en 2023, et c'est une lecture qui m'a marquée à cause de la justesse des mots de l'autrice. Pour faire simple, elle répond aux critiques de la jeunesse qui serait devenue fainéante et déloyale, au contraire de la génération de leurs parents, qui, pour le coup, ne rechignent pas à la tâche et pouvaient passer toute leur vie professionnelle dans la même entreprise par loyauté. Ce livre m'a amené à vraiment me poser des questions sur le modèle de société dans lequel on vit, notamment sur l'évolution du marché du travail, et puis les changements des modèles éducatifs, et puis les besoins en compétences qui se font de plus en plus spécifiques. Le modèle traditionnel qui a été construit à la suite de la Deuxième Guerre mondiale ne fonctionne plus aujourd'hui. Historiquement, faire des longues études et puis obtenir un emploi stable dans une entreprise, c'était un gage de sécurité économique et de sécurité professionnelle. Un CDI après un master, ça permettait d'obtenir facilement un crédit pour l'achat d'une maison, ça permettait grosso modo de subvenir aux besoins de sa famille, parce que la vie était moins chère. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Le coût de la vie a augmenté de manière exponentielle et c'est pas justifié juste par le Covid. Les jeunes diplômés qui font face à un marché du travail qui bouge vraiment à la vitesse de la lumière, surtout depuis l'intégration des nouvelles technologies, ils voient que les compétences qui sont demandées changent très très rapidement. À côté de ça, le bac plus 5, c'est devenu la nouvelle norme, ce qui donne des générations entières de surdiplômés qui, quand ils terminent leur cursus, n'ont pas forcément les compétences théoriques et pratiques pour travailler dans leur domaine, étant donné que le marché du travail aura évolué entre le début et la fin de leur cursus. La compétition est beaucoup plus importante aujourd'hui et ils sont hyper nombreux à ne pas trouver de travail en sortant d'études. Je reçois régulièrement des messages de personnes sur mes réseaux sociaux qui sont en recherche depuis 6 mois, 1 an, qui postulent et qui décrochent vraiment très très peu d'entretiens. Un troisième facteur qui nous montre en fait que le modèle a énormément évolué, c'est la durée moyenne d'occupation d'un poste. Aujourd'hui, c'est courant de changer de métier tous les 3 à 4 ans. C'est même en train de se réduire, il y en a, c'est 2 ans, puis 2 ans, puis 2 ans, alors qu'avant, c'était hyper mal vu, ça montrait qu'on n'était pas vraiment, qu'on ne pouvait pas s'engager sur la durée. Ça, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment la recherche de meilleures opportunités, l'évolution des compétences, et puis des fois, des éléments qui nous dépassent, les restructurations d'entreprise. Ça nécessite une adaptabilité et une capacité à apprendre en continu et c'est pas forcément une méthodologie qui est enseignée à l'école. En études, on passe quand même 3 à 5 ans en moyenne à se former, mais pour un seul métier. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la qualité logicielle ? Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes se tournent vers la qualité
parce que c'est un secteur où il est possible de se reconvertir rapidement, en quelques mois à peine. Alors, évidemment, on continue à apprendre une fois qu'on est en poste, mais après 3-4 mois de formation spécialisée, c'est possible de commencer à travailler. Ça vient du fait qu'il n'y a pas réellement de formation académique sur le test logiciel et il s'agit de formations professionnalisantes où on conserve une partie des compétences qu'on a déjà acquises dans une vie professionnelle passée et puis on vient rajouter des connaissances et des compétences spécifiques au test, à la qualité en elle-même. On parle même de reskilling et pas de reconversion. Du coup, la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser le fonctionnement de la formation en qualité logicielle sur un nombre beaucoup plus important de métiers ? Évidemment, ça ne sera pas possible sur certains secteurs comme la médecine ou les métiers qui sont liés au secteur juridique, mais combien de métiers est-ce qu'il serait possible de transformer comme ça ? Les formations courtes, comme celle pour devenir testeur logiciel, peuvent être une solution efficace pour répondre rapidement aux besoins du marché. Elles vont permettre d'acquérir des compétences spécifiques immédiatement applicables. Ce sont des formations qui sont généralement flexibles, qui peuvent être suivies en parallèle d'une activité professionnelle, et derrière, ça facilite l'évolution de carrière. Et les compétences qu'on acquiert, elles sont transférables à d'autres domaines, ce qui va favoriser la polyvalence professionnelle, polyvalence qui est d'ailleurs de plus en plus incontournable. Alors, ça ne résoudra pas tous les maux, mais ça permettra au moins de répondre réellement aux besoins du marché professionnel, étant donné que on est dans un modèle qui est prouvé, ça permettrait de réduire le chômage, ce qui, par ricochet, aura un impact sur le nombre d'actifs et améliorerait un petit peu la problématique des retraites, en tout cas pour ne citer qu'elle. Ce sera également un moyen de savoir rapidement si un métier nous plaît, et puis d'avoir un plan pour changer si ce n'est pas le cas. Alors, j'ai conscience que c'est une analyse qui est simpliste, et il faudra des études économiques et sociales pour prouver ce raisonnement, mais il s'agit juste d'une piste de réflexion pour les décideurs politiques. En dehors des formations professionnalisantes, les connaissances qu'on va acquérir dans le cursus scolaire sont trop générales et non applicables en fait. Je vous pose la question, quel pourcentage de ce que vous avez appris en études est-ce que vous utilisez réellement au quotidien ? En face de ça, comment est-ce que vous avez appris à vous former continuellement, vous qui travaillez dans la tech, ou comment est-ce que vous avez appris à gérer vos impôts et le fonctionnement du système monétaire, encore plus si vous avez créé votre auto-entreprise. Comment est-ce que vous avez appris à gérer vos clients et à communiquer avec vos interlocuteurs ? Bon, des exemples, on peut en donner plein, mais ce que ça montre, c'est que le système qu'on avait avant a bien fonctionné pendant des décennies, mais je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'on voit aujourd'hui les limites de ce modèle, de l'ancien modèle. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'instruction, c'est hyper important et c'est ce qui permet d'évoluer avec les autres, de développer un esprit critique, d'apprendre à réfléchir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? En tout cas, c'est la question que je me pose et je pense que chacun a une petite idée sur la question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me faire un retour si ce type de sujet vous plaît. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.